Et notre invité de ce soir, c'est Xavier Hofer. Xavier Hofer, bonsoir, merci beaucoup d'être là. Nous allons donc évidemment parler de l'actualité. Xavier Hofer, vous êtes criminologue, vous avez publié récemment Criminologie, la dimension stratégique et géopolitique aux éditions ESCA. Vous êtes également consultant dans les médias, on vous voit très régulièrement à la télévision pour commenter ce genre d'actualité. Et vous enseignez également à l'Institut de sciences criminelles de Paris, de Pékin et de Washington. Donc, beau profil déjà, on est très très fiers de vous recevoir à TV Liberté, justement dans ce contexte sur l'affaire de Charlie Hebdo. Et pour commencer, vous avez popularisé un terme intéressant qui parle de décèlement précoce. Est-ce que, justement, sur cette affaire de Charlie Hebdo, on aurait pu déceler de tels profils? Est-ce qu'on aurait pu tout simplement prévoir ce qui s'est passé? Bien entendu. Bien entendu. Je vais partir d'un autre exemple qui est celui de l'affaire Breivik. Vous savez, en Norvège, cet individu qui croit qu'il va sauver la planète et qui finit par tuer 60 ou 70 jeunes d'un groupe politique social-démocrate norvégien. Et donc, Breivik, voilà ce qu'il fait dans les mois qui précèdent. Toute activité, alors bien entendu, tout criminel, tout terroriste a l'initiative de l'action et l'initiative de ses cibles. C'est lui qui choisit quand il va agir et c'est lui qui choisit qui il va cibler. Mais en revanche, à partir du moment où il commence à agir, il accomplit forcément un certain nombre de gestes, un certain nombre d'activités. Et toutes ces activités-là, quand on est attentif, quand on a le regard, elles sont détectables et décelables. Et à partir de ce moment-là, on peut agir préventivement. L'action préventive a ceci de comparable en criminologie et en médecine que si vous expliquez à quelqu'un qui ne doit pas fumer, 30 ans après, vous n'avez pas à l'opérer d'un cancer du poumon. Voilà, c'est ça. Le préventif est moins cher, moins délabrant et moins douloureux que le curatif. Alors, le préventif dans le cas de l'affaire Breivik, et ça s'applique absolument à d'autres cas, dont celui des deux frères Kouachi et de Charlie Hebdo. On voit d'abord un individu qui crée une société d'exploitation agricole, mais qui n'achète pas de terre. Il crée la société de manière fictive. Pourquoi fait-il ça? Parce que ça va lui permettre, avec le papier en tête, il a juste ça, il n'a pas 1 mètre carré de terrain, d'acheter des explosifs agricoles. Et puis deuxièmement, il va s'inscrire à un club de tir, et dans le club de tir en question, il ne met pas les pieds, mais avec la carte du club de tir, il peut s'acheter des armes à feu. Et après ça, en même temps, simultanément, il publie un blog sur lequel il dit « l'Europe est foutue, il faut réagir, il faut faire quelque chose, autrement ça va être l'apocalypse, etc. » Vous mettez la première activité, la deuxième et la troisième ensemble. Il est manifeste que si cet homme qui a des visions d'apocalypse est en train d'acheter des centaines de kilos d'explosifs agricoles et de s'équiper d'armes à feu, c'est sans doute pas pour faire un jamboree, quoi. C'est sans doute grave. Voilà, c'est ça le décèlement précoce. Tous ces éléments qui peuvent quand même plus qu'attirer l'attention des forces de l'ordre, des experts qui scrutent toutes ces personnalités qui sont toujours un peu à deux doigts, entre guillemets, de passer à l'acte, comment se fait-il que rien ne soit fait a priori? Mais non, parce que ce qui affecte à l'heure actuelle la classe des médias et la classe politique, qui n'en fait plus qu'une à l'heure actuelle. Vous avez un sociologue éminent qui s'appelle Michel Massezoli, qui a créé le concept d'infosphère. L'infosphère, c'est tous ceux qui ont le droit de dire et tous ceux qui donnent aux autres le droit de dire. C'est-à-dire les patrons des grands médias, ceux qui s'expriment dans les grands médias, les intellos médiatiques, ceux qu'on connaît bien, etc. Tout ça, c'est l'infosphère. L'infosphère n'en fait plus qu'une. Vous avez remarqué, il y a des exemples illustres de ça, que tous les grands dirigeants politiques ont des maîtresses ou des amants qui sont journalistes eux-mêmes, et donc il y a une espèce de symbiose absolument totale, une ratatouille absolument affreuse entre les médias et la classe politique. Donc ce qui est vrai pour les uns est vrai pour les autres. Et entre les deux, ils s'aveuglent. Là, il se trouve, pour l'affaire de Charlie Hebdo, si vous me laissez encore une minute, que vous avez depuis près d'1 an un espèce de climat d'hystérie dans lequel on dit attention, il y a des gens qui sont partis faire le djihad, quand ils vont revenir, ils vont tout casser en France, démolir, il va y avoir des attentats. C'est manifestement faux. Nous ne sommes pas au premier djihad, il y en a depuis 25 ans. Il y en a un en Afghanistan qui a drainé à peu près 12 ou 13 000 hommes là-bas qui ont été combattre. Il y en a eu en Bosnie, il y en a eu déjà en Irak dans les années 90 et 2000. Qui de ces djihads précédents est revenu en France pour poser des bombes? Personne.
Pourquoi voulez-vous qu'il y en ait maintenant plus que les coups d'avant? C'est des gens qui réagissent en fonction de la dernière dépêche de l'AFP et pas en fonction de la réalité des choses. Le plus proche, la Bosnie, il y avait 700 islamistes qui ont été combattre. Ils avaient créé une brigade, on l'appelait la brigade de Zenica. Alors ils avaient des barbes, des islamistes classiques. Ceux qui ont survécu, ils sont restés sur place, ils ont épousé des moukers locales, et puis sur place, ils sont considérés comme des héros. S'ils rentrent en France, ils vont en prison. Ils ne sont pas débiles, totalement, quoi. Ils ont préféré rester là-bas. Donc nous disons depuis un an, le vrai danger, ce n'est pas ceux qui ont été qui sont partis faire le djihad au Moyen-Orient. La plupart d'entre eux ne rentreront pas. Et si ça vous intéresse, je vous dirais que parmi ceux qui rentrent, il y en a plein qui sont morts de trouille, qui supplient les juges. Certains ont dit on préfère 50 prisons en France que retourner un seul jour là-bas, parce que ce qui s'y passe, on a vu d'ailleurs de effrayant. nombreuses exécutions sur place avec des djihadistes qui voulaient finalement rentrer en France. Exactement. Qui étaient Il les assassinés par l'État liquide, islamique. voilà, parce qu'il dit c'est des traîtres, vous êtes des gens de la CIA, etc. Des déserteurs, exactement. Donc tout ça. Et en revanche, ce que le gouvernement, l'espèce de cercle pervers où il s'auto-intoxique entre certains médias, les radios d'information immédiate, etc., et puis le gouvernement, c'est que le danger, et on le voit avec l'affaire de Charlie Hebdo, n'émanait pas des gens qui étaient partis et qui ne rentreraient pas, il émanait des gens qui étaient restés sur place. Alors, on regardait la frontière turque, on essayait de savoir tout ce qui se passait là-bas et on négligeait complètement Charleville. Et le problème n'est pas venu de la frontière turque, il est venu de Charleville. Voilà, et alors, est-ce que finalement, ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est qu'il y a une forme d'aveuglement de la part du politiquement correct, de la part de ce que vous appelez dans votre livre les diaphorus sociologues, qui expliquent au final qu'il ne faut pas stigmatiser, que ce sont déséquilibrés, toute une forme de champ lexical autour de tout cela, et il faut finalement pas les nommer. Il y a une évolution d'ailleurs sémantique, parce qu'avant on parlait des jeunes victimes du racisme, de l'exclusion, etc. Et aujourd'hui on parle de fous, en fait, on parle de déséquilibrés. Alors, mais au final ça reste un peu le même profil. Non, c'est que les gens qui sont passés à l'acte, Mera et je dis, revenons aux fondamentaux. Quand on veut exercer des fonctions politiques, il faut savoir ne pas confondre Napoléon et un fou qui se prend pour Napoléon. Or là, c'est une confusion entre les deux. Vous avez des gens qui sont, dans les années 80-90, des combattants de l'islam. Ces gens-là, j'en ai connu plusieurs. J'ai même été le récipiendaire, bien malgré moi, des conférences du seul grand repenti du groupe islamique armé algérien, GIA. Le type avait combattu 8 ans en Afghanistan. C'était un guerrier. Lui respectait vraiment le ramadan. Il faisait pas comme les petits méras et consorts qui vont se cacher dans les toilettes pour aller fumer, pour cloper pendant le ramadan et qui vont en boîte de nuit un jour et qui vont à la mosquée le lendemain. C'était naturellement un fanatique et il méritait pas autre chose que la prison ou que la mort, mais en attendant, c'était un guerrier. Là, c'était pas du tout quelqu'un de déséquilibré, c'était un fanatique. Les fanatiques, ils sont sur le chemin du paradis, ils sont parfaitement calmes. J'ai jamais vu l'homme en question même froncer les sourcils une fois. Ce type humain-là, le type de Bin Laden, si vous voulez, il n'existe plus. Et à l'heure actuelle, on voit, dans le cadre d'une dégénérescence de cette idée de djihad, ceux que ça attire, c'est des benets, c'est des faibles d'esprit. Nemouche, il est simplet, quoi. Celui qui a tiré dans le musée juif de Bruxelles, il s'est fait virer de Syrie parce qu'il ne faisait pas l'affaire, il était un peu pas assez cortiqué. Le fait de faire la guerre, fût-ce le djihad, c'est un sport d'équipe. Quand il y a un mauvais élément dans l'équipe, ça fragilise l'équipe tout entière. Et donc, depuis le début, nous, on se tue à dire, ceux qui sont dangereux, c'est pas les gens qui sont partis faire le djihad, ce sont les recalés du djihad. Ceux qu'on renvoie en France parce que... Qui, quelque part, sont même pas bon pour faire le djihad. Non, Mera, les autres d'Afghanistan lui disent rentre en France, va faire ton truc toi-même. Même chose pour les frères Kouabi, c'est pas des polytechniciens, hein, c'est aussi des gens assez rustiques cérébralement. Et donc ceux-là, soit ils n'ont pas eu l'occasion de partir, soit ils se sont fait virer, ils sont obligés de rentrer, soit ils n'ont pas trouvé le moyen d'y aller. Et c'est ces gens-là qui, d'autant plus aujourd'hui que c'est une ânerie grave. Le gouvernement a décidé d'interdire aux gens de partir. Eh ben, on fabrique des bombes humaines en France à ce prix-là. Voilà ce qui se passe. Et donc, à partir du moment où on surveille Seran, ne vois-tu rien venir, les gens à la frontière turque avec la Syrie, on regarde pas ce qu'il y a à ses pieds. Et donc, quand les frères Kouassi, là, ou Kouabi, ou Kouachi, sont en train de surveiller Charlie Hebdo, il faut savoir que le conseil de rédaction, c'est le mercredi matin, quand même.
Comment ça se passe? On surveille. Quand après ça, ils vont s'acheter des cagoules. Quand ils traînent dans les cités pour s'acheter des calaches, tout ça est repérable. Il y a une technique du renseignement qui s'appelle la contre-ingérence, où on fait ça. On surveille les gens qui surveillent les autres. Tiens, pourquoi? Et alors justement, vous venez d'évoquer les kalachnikovs. Comment on se procure des kalachnikovs de manière aussi simple, visiblement, en France? Bah écoutez, vous venez avec moi. On va à peu près 30 minutes de voiture d'ici, 500 €, je vous en trouve une. C'est enfantin. Pourquoi? Parce que... Et comment elles rentrent alors sur le territoire, ces armes? Et vous savez qu'on n'a plus de frontières quand même, hein. Schengen, tout ça, c'est un peu fictif, quoi. Donc, en plus de ça, on a été faire la guerre à la Libye. La Libye ne demandait rien à personne. J'ai bien compris que Kadhafi n'était pas un petit saint, et pour vous faire une confidence, c'est un mec que j'aurais pas aimé avoir comme gendre. Mais quand même, vous avez affaire à un type qui est dans son coin. On bombarde les arsenaux. Les armes sont à ciel ouvert. Il suffit de se pencher dans le désert en Libye pour récupérer toutes les armes, mais pas uniquement des kalachnikovs. Vous savez que récemment, dans les derniers temps où il y avait un semblant de gouvernement libyen, il y a le semblant d'armée libyenne qui avait fait une expédition dans une tribu. Dans une seule tribu, ils ont récupéré 100 chars d'assaut. C'est vous dire les trucs de parano qu'avait accumulé Kadhafi. Alors maintenant, les types, ils prennent des caisses entières de kalash, ils les mettent dans un tonnier ou dans un bateau de pêche, ils les amènent dans la banlieue de Marseille, ils les déchargent, ils les vendent 100 €. Mais vous parliez tout à l'heure de l'espace Schengen, mais la Libye, il faut quand même qu'elle arrive à rentrer dans l'espace Schengen. Donc, non, les armes qui viennent de Libye. Les armes, on débarque Personne ne vérifie rien, tout le monde... Vous avez vu qu'il y a quelques années de ça, il y a quand même 900 migrants qui sont arrivés sur la côte, on les a trouvés sur la plage, personne ne les avait vus arriver, quoi. Il ne faut pas s'imaginer que c'est impossible. Beaucoup plus simple, vous passez par le sud de l'Espagne, qui est dans une crise épouvantable, et où le bakchich au douanier vous coûte 100 €, ou par le sud de l'Italie, où il y a quand même des mafieux qui sont prêts à vous rendre service, moyennant finance, et vous faites rentrer ce que vous voulez, quoi. Pour en revenir aux deux frères Kouachi, qui visiblement avaient plutôt le profil de petits délinquants, un peu comme Mohamed Merah, d'ailleurs. Exactement, c'est l'affaire Merah bis. Et donc, comment on en vient finalement à être un petit délinquant qui finalement deal du hashish en bas de l'immeuble, et pour devenir finalement un terroriste? C'est au cas par cas, à savoir qu'il y en a des qui restent ça, et puis d'autres qui sont approchés par des prêcheurs, soit des prêcheurs physiques, soit ils vont sur Internet et tout, et les gens leur font peur. C'est-à-dire ces prêcheurs leur font peur. Ils leur font peur avec, dans l'islam, la description de l'enfer, elle est particulièrement effrayante, quoi. Pour les âmes simples, le type s'est dit « oulala, je bois de la bière, je tire sur des pétards, ma copine et moi, on n'est pas mariés, les tournantes dans les caves, ouf, ça va, je vais pas aller, je vais finir en enfer, quoi. Ça va, c'est ça qui va m'arriver. » Et donc, à partir du moment, il est fini par écouter ce que lui dit l'imam. Les imams ont sauvages, hein, pas des gens dans les mosquées enregistrés, mais des espèces de prêcheurs islamistes. Ils leur tiennent un langage extrêmement habile. Fatalement, aucun jeune, vous vous souvenez, quand vous étiez adolescent, on est ado, on n'est pas bien dans sa peau, quoi. On cherche ses marques, on cherche ses références et tout. Ils disent, t'es pas bien, tu vois, c'est la société, on te ment, on te dit la vérité sur rien. Le 11 septembre, c'était la CIA, le machin. Et on introduit ces adolescents dans un univers où, au bout d'un moment, ils ont l'impression enivrante de détenir la vérité et que le monde entier leur ment, etc. Donc, hop, ils se ferment de leur famille. Plus ils se ferment de leur famille parce qu'ils font partie du complot contre eux, plus ils sont sous l'emprise des autres. Et en réalité, c'est moins un endoctrinement religieux que sectaire. Ça fonctionne comme des sectes. C'est-à-dire que le reste de l'univers est pourri, nous sommes les élus, etc. Et donc, dans les groupes islamistes en question, ils les appellent les éclairés, ceux qui détiennent la vérité. Et tous les autres, ils sont dans le mensonge ou dans le complot ou dans la conspiration. C'est un complot de la CIA, c'est un complot juif contre toi, etc. Et donc, ils leur montrent des petites vidéos où les types disent « mais oui, c'est vrai ». Et au bout d'un moment, ils adhèrent à cette idée et donc ils brûlent de l'idée de se venger de tout le tort qu'on leur a causé auparavant en les induisant dans l'erreur, en les mettant dans le mensonge. Et là, on leur dit, tiens, voilà une calache, et puis voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, soit on leur demande de passer à l'acte sur place, soit on leur demande d'aider. Si c'est des filles, on leur demande de partir là-bas pour être infirmière ou pute, hein, quelque chose dans ce goût-là. Et puis après ça, les autres, on les amène au combat, ou alors ceux qui sont rejetés parce qu'ils sont pas assez malins ou quoi, on leur dit, fais ton djihad personnel en France. Prends ta voiture, fonce dans la foule, fabrique une bombe, et puis Dieu t'aidera. Et la France aujourd'hui, est-ce qu'elle est protégée finalement? Parce que là, on a vu que François Hollande a réussi à arriver en 1 heure sur les lieux.
que tout le monde a réussi à être dépêché très rapidement, mais il n'y avait pas de policiers. Il y avait un policier dans la rédaction de Charlie Hebdo qui visiblement n'a pas pu faire grand-chose. Celui qui était dans la rue n'a pas pu faire grand-chose non plus, puisque de toute façon, que peuvent faire les forces de l'ordre face à un terroriste, éventuellement kamikaze, avec une ceinture d'explosifs, quand bien même on voit l'armée régulièrement avec des FAMAS dans les gares, par exemple. Oui, ils n'ont pas de munitions. Et ils n'ont pas de munitions. Que peuvent-ils faire finalement? Est-ce que finalement tout ça, ce n'est pas une espèce de pseudo-image sécuritaire pour rassurer la population qui finalement n'est absolument pas en sécurité aujourd'hui en 2015 en France? On sait comment faire. Les vœux que j'ai envoyés là récemment, il y avait comme phrase, j'essaye de trouver chaque année une phrase un peu symbolique, c'était une phrase de Bossuet dans l'hommage qu'il rend au duc de Condé au moment de sa mort. Il fait son grand prêche mortuaire et il disait, c'était sa doctrine de dire qu'il fallait craindre les ennemis de loin de façon à ne les pas craindre de près. Voilà, le décèlement précoce, c'est ça. Et donc, la sécurité de la France en matière de terrorisme, c'est pas dans le 11e arrondissement ou dans le 15e qu'elle se décide. C'est au Moyen-Orient, loin et tôt. Mais comment vous expliquez alors finalement ces profils, ils sont décelés? Si on reprend vos propos, ils sont décelés. Mais non, on le savait, on avait toutes les informations. Pourquoi rien n'est fait? Parce qu'il y avait une décision politique de surveiller ce qui se passait avec les rentrants du djihad. Et que donc on regardait loin, et on n'a pas regardé à ses pieds, à Charleville ou à Reims, où des individus étaient en train de préparer quelque chose. Si on avait regardé ce que faisaient ces individus, ce qu'ils étaient en train de faire matériellement alertait tout de suite. Le flic le plus benet voit des types acheter des cagoules, voit des mecs essayer de se procurer des kalachnikovs et des munitions, il comprend que c'est pas l'ouverture de la chasse, quoi. Il comprend ça très bien. Et donc, on ne regardait pas au bon endroit. Oui, mais c'est quand même des erreurs successives. Donc, est-ce que finalement, c'est pas une décision politique de systématiquement poser le regard à l'étranger pour finalement laisser passer ce genre de choses sur le sol? Je dirais, s'agissant du gouvernement présent, c'est plus de l'incompétence que du vice. Le ministère de l'Intérieur est très difficile. C'est un ministère extrêmement difficile à tenir en main. Il faut une expérience infernale. Il faut... Les policiers, les gendarmes et tout ça sont des gens parfaitement dignes et honorables, mais ils ont aussi une manière bien à eux de vous entraîner où ils ont envie d'aller, de vous faire des coups de vis en disant c'est ça et c'est pas autre chose. Et en conséquence de quoi, il faut avoir de l'expérience. Il faut dire non monsieur, ça n'est pas ça. Moi, je ne veux pas ça. Voilà. Je vais vous citer un exemple un peu ancien, mais vous allez tous comprendre exactement de quoi il s'agit. À un moment donné, sous Pompidou, Raymond Marcellin, ministre de l'Intérieur, c'était pas un intello, il était de Vannes, il lisait Ouest France, c'était pas un énarque, etc. Mais il avait du bon sens. Il convoque le patron de la DST à l'époque, il lui dit « Monsieur le préfet, vous savez, moi je suis inquiet, je lis dans le journal cette histoire de terrorisme, ça marche trop bien, à mon avis ça va durer parce que c'était le début des premiers détournements d'avions, etc. » Et il dit « ça va, voilà. » Le patron de la DST, aveuglement, retourne dans ses bureaux, dit c'est un fou, ou alors un agent, parce qu'il veut nous détourner de notre vraie mission. Notre vraie mission, c'est l'espionnage soviétique. Pourquoi? C'est très suspect, ça doit être un agent soviétique pour nous emmener. C'est des conneries de journalistes, c'est des histoires de terrorisme, ça n'existe pas. On va pas le faire. Marcellin est breton et têtu. Il fait venir le préfet une deuxième fois, il lui dit alors, ma petite cellule antiterroriste, l'autre oui mais non mais peut-être, on verra, etc. La troisième fois, Marcellin tape sur la table et parle à un préfet le langage qu'il faut parler à un préfet. Mutation immédiate aux îles Kerguelen sans augmentation de solde. Alors l'autre, la mort dans l'âme, se voyant quasiment viré, il crée la cellule antiterroriste. 30 ans après, la DST ou sa succession brûle un cierge à Marcellin parce qu'il n'y a plus d'Union soviétique, mais il y a toujours des terroristes. Donc, à un moment donné, les services de l'État, il faut leur botter les fesses. Il faut dire, monsieur, c'est pas ce que je veux ça, et vous allez me faire le plaisir de le faire. Juste pour conclure, le 10 septembre 2001, la CIA était enchantée du travail qu'il faisait sur Bin Laden. Ils se trouvaient géniaux, jusqu'au lendemain. Voilà, parce que naturellement, si on se contente de prolonger les courbes et qu'on ne voit pas le monde changer, eh ben, on fait plus face aux nouvelles échéances. Les terroristes ont changé depuis Bin Laden, et c'est ça que le gouvernement actuel n'arrive pas à botter les fesses
à la DGSI, pour appeler les choses par leur nom, pour les obliger à faire leur boulot, chose qu'ils n'ont pas fait. Ils ont raté Mera, ils ont raté Nemouche, ils ont raté celui de jouer les tours, là, le Bilal, machin, et maintenant ils ont raté, au prix d'un drame, ceux de Charlie Hebdo. Ça fait quand même 4 fois qu'ils se plantent. Alors cela dit, voilà, malgré le choc, l'émotion, etc. d'aujourd'hui, enfin d'hier, est-ce que le terrorisme constitue une menace majeure sur notre territoire, par rapport, par exemple, au crime organisé, et même en dehors, sur le sol européen? Parce qu'à vous lire, on a l'impression que c'est plutôt la criminalité organisée qui est véritablement une menace. Jusqu'à hier, non. Mais avec le plantage en question, ça redevient au premier plan. Le contexte est celui-là. Le terrorisme, en général, toute forme de terrorisme qu'on produit est en train de disparaître d'Europe. Or, 2 micro-territoires que sont l'Irlande du Nord et la Corse, savez-vous, pour l'année entière 2013, combien il y a eu d'attentats ou de tentatives d'attentats? Attentat ou tentative, c'est la bombe a explosé où on a trouvé la bombe le long d'un mur avant qu'elle n'explose, quoi, pour une raison technique ou autre. Attentat ou tentative dans l'Union européenne, hors Corse et Irlande du Nord, pour toute l'Union européenne, 7 pour toute l'année 2013. Il y en avait 500 en 2005 ou 2006, vous vous souvenez des attentats de Londres, des attentats de Madrid, de la gare d'Atocha, etc. Ça s'est effondré. Ça fait maintenant 5 ans consécutifs que 25 des 28 pays de l'Union européenne sont hors attentat. Il y a 25 des 28 pays de l'Union européenne où il n'y a pas eu un attentat depuis 5 ans. Donc, c'est pas l'apocalypse, et les pays où il y a des attentats, c'est parce que les choses ne sont pas faites comme il faut. C'est-à-dire que maintenant, il y a des recettes. Si 25 pays sur 28, Europol est devenu beaucoup plus efficace, quand un terroriste venant du Maghreb débarque dans le sud de l'Espagne, il est signalé, repéré, il est signalé à Stockholm 10 minutes après maintenant. Donc il y a une espèce de maillage continental. Il devient de plus en plus difficile pour des organisations terroristes comme l'était Al-Qaïda de faire des attentats en Europe. Sitôt qu'il y a une organisation, elle laisse des traces électroniques, hop, repérées. Maintenant, 2 frères, comme les Kouachi en question, 2 autres frères, comme les frères Mera, un mec tout seul et un peu paumé comme le Nemouche, qu'est-ce que vous voulez faire? Et la difficulté est celle que je vais vous indiquer maintenant. Mera, un matin, à Toulouse, il part pour assassiner un autre militaire français. Il en a déjà assassiné 3, il veut en assassiner un 4e. Il l'attire dans un piège avec le coup habituel de j'ai un scooter à vendre, etc. Le militaire, ce que faisant, il sauve sa vie, ne vient pas au rendez-vous, il rate le rendez-vous. Il est 8h du matin. Mera a sa caméra qui tourne, là, et puis il a son pistolet dans sa poche, armé, et il se dit, il faut que je dégage, quoi, je ne peux pas rester là, et donc il s'en va. En s'en allant, il lève les yeux pour regarder si le feu est rouge ou vert. Il est armé, il a cette caméra, il n'a pas envie de griller un feu rouge et que le flic lui disait plat. Donc il fait ça, ce que voyant, il voit derrière le feu rouge une inscription hébraïque, et il reconnaît que c'est une église juive, une école juive. Il baisse les yeux, il voit qu'il y a des enfants qui sont en train de rentrer dans l'école, il sort son pistolet, il commence à tirer dessus. 1 minute avant de flinguer les malheureux enfants, lui-même ne le savait pas. Comment voulez-vous faire du renseignement? Il faut donc être loin avant, et beaucoup plus tôt, de manière aussi précoce que possible, pour mettre hors d'état de nuire. C'est des chiens enragés, donc le fait qu'ils finissent mal ne me dérange pas particulièrement, mais le mettre hors d'état de nuire, le plus tôt possible, des individus qui sont capables de massacrer une rédaction ou de tirer dans une école ou de faire des choses comme ça. C'est ça qu'il faut faire. Merci beaucoup Xavier Hofer pour toutes ces lumières sur cette affaire. Donc je rappelle, Criminologie, la dimension stratégique et géopolitique, et aussi un nouveau livre qui va bientôt paraître le 29 janvier. Alors celui-là, c'est un livre de classe. Donc c'est un livre pour à destination de tous les gens qui sont dans la lutte contre le crime, contre le terrorisme, que ce soit du côté financier, du côté terroriste, etc. Et le suivant, ça sera un livre de vulgarisation publié aux éditions du CNRS, dans ma collection, sur tout ce que font les méchants dans le monde virtuel, la cybercriminologie. C'est pas un livre sur la technique de mettre un patch ici ou là dans le logiciel, c'est un livre sur l'activité des criminels dans le monde cybernétique. Ça sort tout à fait fin janvier. Très bien, ça fera l'occasion de vous inviter à nouveau alors. Avec plaisir. Merci Xavier Hofer. Merci beaucoup.